En manchette ce soir, la forêt brûle dans la région. La SOPFEU recense plusieurs débuts d'incendie. Donc, les incendies que nous avons connus dans le Témiscamingue et dans l'ouest de l'Abitibi hier, dimanche après-midi, tous maintenant contenus. Les syndicats de la région craignent des ruptures de services en santé. C'est quoi le plan pour redonner l'air d'aller au niveau de la région, au niveau de notre économie puis de notre capacité à maintenir nos services en place en toute équité? Les huskies surprennent alors que les foreurs déçoivent. Ici Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée, merci d'être parmi nous. On débute le bulletin en parlant de feux de forêt. Roxane, plusieurs feux sont en activité dans la région, mais la situation ne serait pas inquiétante. Non, André, la SOPFEU confirme que 4 brasiers contenus au Témiscamingue et un autre maîtrisé dans la vallée de l'Or qui ont tous débuté la fin de semaine dernière, dont un incendie signalé récemment est toujours en cours d'évaluation. Quant aux 3 autres, leur progression est temporairement arrêtée et qui ne devrait pas s'étendre sur plus de 10 % avant les 10 prochaines heures. Les raisons des feux de forêt demeurent pour l'instant inconnues, comme l'a expliqué la conseillère à la prévention et aux communications à la SOPFEU, Mélanie Morin. Donc, les incendies que nous avons connus dans le Témiscamingue et dans l'ouest de l'Abitibi hier, dimanche après-midi, tous maintenant contenus. Des incendies qui varient entre 3 et 6 hectares. Encore là, le danger d'incendie variait d'élevé à très élevé. On pouvait s'en attendre compte tenu du temps sec et de la belle météo qu'on connaît en ce début d'automne. Comme quoi, Roxane, même si l'été est derrière nous, il faut rester vigilant. Absolument, Tony. La SOPFEU rappelle que le risque d'incendie de forêt demeure toujours présent et ce, même en automne. Dans la majorité des cas, ce sont les activités humaines qui sont en cause, comme les feux de camp mal éteints, la circulation en véhicule tout-terrain, les mégots de cigarettes ou encore les feux de chauffage et de cuisson laissés sans surveillance, les activités automnales comme la chasse, la fermeture des chalets ou le brûlage de feuilles mortes viennent également accentuer le risque. Chaque année, une quarantaine d'incendies en sont la cause. Mélanie Morin rappelle que même si les journées sont plus douces, la vigilance demeure essentielle pour éviter des brasiers. On sait que c'est un moment où les gens sont très présents en forêt. C'est également un moment où les feuilles commencent à tomber. Beaucoup de combustible léger. Le fameux crunch-crunch quand on marche en forêt à ce temps-ci de l'année, ben justement, ça fait un combustible qui est facile à allumer. Même si c'est trempe ou frais le matin, en après-midi, ça se réchauffe. Le soleil est là. Moins de feuillage dans les arbres fait en sorte que le soleil se rend au parterre forestier plus rapidement. Donc, on demande aux gens de faire preuve de prudence. Habituellement, la moyenne à pareille date, nous sommes à 434 incendies. Nous avons connu 333. On voit une baisse par rapport au nombre d'incendies. Le bilan complet pour l'été et l'automne 2025 devrait paraître au mois de novembre. C'est donc un autre dossier à suivre. Merci beaucoup, Roxane. Au plaisir. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, 2 ans après les feux historiques de 2023 dans la région, est-ce que vous jugez que la prévention en matière de feux de forêt est suffisante? Et vous avez répondu oui à 67 %. En santé maintenant, la fin du recours aux agences privées dans tout près d'1 an dans la région fait craindre le pire à des syndicats. Ces derniers ont dévoilé une étude sur les impacts de la main-d'œuvre indépendante ou du navetage sur le réseau public. Un reportage de Sophie Médiavelli-Rivard. Des organismes lancent un cri d'alerte. La dépendance de la région au navettage a des conséquences socio-économiques alarmantes. Ces inquiétudes sont soulevées par des syndicats en santé de la région affiliés à la CSN. On est favorable à enrayer la main-d'œuvre indépendante au niveau de la santé. Cependant, ça fait 20 ans qu'on le sait qu'on va avoir une pénurie de main-d'œuvre suite à un creux démographique au niveau de la région qui était prévisible, mais il n'y a pas eu les leviers nécessaires pour y faire face. Le réseau de la santé est le principal touché.
Une étude de la firme MCE Conseil révèle qu'en 2017, le CISAT dépensait seulement 7 millions de dollars pour de la main-d'œuvre indépendante. Ce chiffre a explosé jusqu'à 144 millions en 2024 et seulement 5,6 % de ces dépenses sont réinjectées dans la région. Notre mandat de documenter à quel point ça engendre des fuites économiques que de recourir aux agences privées et des travailleurs qui ne sont pas issus de la région. C'est 50 millions qui fuient directement au niveau des retombées économiques locales, mais en plus de la ponction là, que se prend comme profit les agences. Même si le navettage est dispendieux pour la région, son arrêt engendrerait aussi des conséquences négatives. Plus de 700 postes seraient abolis, risquant des fermetures de services en CHSLD, en santé mentale, en centre jeunesse et à domicile. Là, il est temps d'agir de manière concertée parce que là, c'est plus rien que de la main-d'œuvre qui manque. Ça fait tellement longtemps que là, la problématique s'est aggravée. Elle est multifactorielle. Il manque de logements, de CPE. Tous s'entendent pour dire qu'il est impératif de renverser la tendance au risque de frapper un mur. Il faudrait donc agir sur les causes profondes de la pénurie et engager de la main-d'œuvre permanente. Le coût horaire de travailleurs de la main-d'œuvre indépendante a été d'environ 130 $ de l'heure dans la dernière année, comparativement à une trentaine de dollars de l'heure pour du personnel régulier. Donc, la marge de manœuvre, elle est présente pour bonifier les conditions de travail du personnel qui est permanent. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et toujours en santé, l'hôpital de Val-d'Or entreprend d'importants travaux de modernisation électrique. L'objectif est de sécuriser l'alimentation en cas de panne et se préparer aux projets futurs. Un nouveau bâtiment accueillera la gériatrie, tandis que le système de distribution sera entièrement revu. Ces travaux n'auront pas d'impact sur les services offerts à la population. À terme, 2 génératrices modernes permettront d'assurer 100 % de la capacité de l'hôpital, garantissant une sécurité pour les usagers. Le principal objectif, c'est de moderniser et de sécuriser l'alimentation électrique de l'hôpital. En fait, en quoi ça consiste? On va construire un nouveau bâtiment en cour arrière pour accueillir le tableau de commutation des génératrices. On va aussi construire un petit agrandissement pour l'ajout de nouvelles salles de distribution électrique. Et puis finalement, on va implanter un nouveau système de distribution électrique dans tout le bâtiment existant de l'hôpital. Le bâtiment de l'hôpital a quand même un certain âge, là, donc c'est important de moderniser. Puis, bon, il y a des salles électriques là, qu'on commence à manquer un petit peu d'espace là, pour les projets à venir. Donc, c'est vraiment le moment charnière, le moment clé là, où on doit vraiment implanter cette modernisation-là pour être en mesure de répondre aux besoins actuels, puis aussi de se préparer aux défis futurs. Et parlons immigration maintenant. Les chambres de commerce et d'industrie de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que plusieurs dirigeants d'entreprises tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent au gouvernement fédéral de renoncer sans délai aux restrictions imposées aux entreprises qui font appel à des travailleurs étrangers temporaires. La communauté d'affaires s'inquiète de la menace pour l'économie régionale qui représente la réduction du nombre de ces travailleurs essentiels. Et en politique provinciale, Pierre Dufour, le député indépendant d'Abitibi-Est, rappelle que l'Abitibi-Témiscamingue mérite plus en termes d'investissement. Il tient ses propos en réaction au départ du caucus de la CAQ de Maïté Blanchette-Vizina, ancienne ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Elle a soutenu que les régions dont l'Abitibi-Témiscamingue étaient abandonnées par le gouvernement provincial, une prise de position avec laquelle M. Dufour est d'accord. On est des régions présentement qui donnent un beau coup de main au niveau du Québec, au niveau financier, mais de l'autre côté, on ne sent pas qu'on a un retour d'investissement adéquat. Prenons le cas ici de l'Abitibi-Témiscamingue. 70 %, on l'a vu, il y a eu des études qui ont démontré que 70 % de nos routes sont déficientes. C'est la pire région du Québec. Nos ponts sont en déficience. Ensuite de ça, nos installations publiques comme nos hôpitaux ont besoin d'être rénovés. Et en politique municipale maintenant, l'actuel conseiller municipal Benjamin Turcotte lance officiellement sa campagne pour la mairie de Val-d'Or lors d'un 5 à 7 qui se déroulera ce soir au bar Rendez-vous. La soirée parlera davantage sur les priorités de Benjamin Turcotte pour le prochain mandat, de discuter avec la population des enjeux de la ville et de plein d'autres choses. Dans cette course à la mairie, Benjamin Turcotte n'a qu'un seul opposant jusqu'à présent. Il s'agit de Richard Boutin. Et parlons prix et reconnaissance maintenant, puisque ce sont 6 entreprises de Sainte-Terre qui ont été récompensées samedi lors de la 25e édition des Milléniums de la Corporation de développement économique. Foresterie CSE a remporté la catégorie Coup de cœur, alors qu'Atelier Usine Branconnier, celui d'employeur de choix.
L'entreprise de service a été remportée par les ballonneries de Marie, oui. Le Centre de prévention du suicide de Sainte-Terre est reparti avec rayonnement communautaire. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'ensemble Aiguebelle de l'Orchestre symphonique régional est en tournée cette semaine. La tournée commence ce soir à 19h30 au Théâtre des Escars d'Amos. On vous en dit plus au retour. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'entreprise Napa Pièces d'Auto à Amos qui offre une vaste gamme de produits industriels et pour les véhicules a déménagé dans un bâtiment 3 fois plus grand. En plus de maintenir un inventaire plus important dans leurs différents champs d'expertise et d'optimiser leur rapidité de livraison, ils offrent aux clients une meilleure accessibilité à leur magasin. Près de 4 millions de dollars ont été investis dans ce projet. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? Ça? On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au culturel, Justine, l'ensemble Aiguebelle de l'Orchestre symphonique régional part en tournée cette semaine. Ah oui, Anthony, et les musiciens vous présentent Racine sous la direction, bien sûr, du maestro Jacques Marchand. Ce programme s'inspirera de la musique baroque en plongeant au cœur d'une époque où la musique entre dans une ère de bouleversement et d'innovation. La tournée commence ce soir à 19h30 au Théâtre des Escars d'Amos et l'ensemble se déplacera ensuite vers Val-d'Or, La Sarre, Rouyn-Noranda et bien sûr Ville-Marie au courant de la semaine. Les musiciens sont prêts à vous faire ressentir des frissons toute la semaine. Fébrile. Oui, on a passé la fin de semaine, on a pratiqué samedi et dimanche. On est fin prêt. C'est vraiment un beau programme. Le Mozart, c'est merveilleux. Fait qu'on a très, très hâte de jouer là. Ouais. C'est parce que l'époque baroque, la musique baroque, c'est les fondements de la musique moderne. C'est vraiment parce qu'avant ça, on sort quasiment du Moyen-Âge là, avec les troubadours, tout ça. Là, il a commencé à se structurer des orchestres autour des rois, des seigneurs, tout le kit. Et puis, je me dis, c'est nos racines. C'est pour ça que j'ai appelé le concert Racine. Et du côté d'Amos, Justine, la toute première édition du gala culturel Les Satyas s'est tenue vendredi dernier au Théâtre des Escars. Exactement, les Satyas qui ont quand même réuni plus de 200 personnes pour célébrer l'effervescence de la culture de la MRC d'Abitibi. L'événement a marqué une nouvelle ère pour la reconnaissance culturelle dans la MRC d'Abitibi, bien sûr succédant à la soirée de reconnaissance Thérèse Pagé. 3 prix ont été remis lors de cette première édition. Premièrement, le Satya Relève qui a été remis à Messam Nemati, aussi le Satya Coup de cœur qui a été donné au parc en spectacle et le Satya Thérèse Pagé qui va à une personnalité culturelle. Eh bien, c'est Véronique Larouche-Filion qui l'a remporté. Voici comment elle se sent d'avoir reçu ce grand honneur. Bien, c'est sûr que c'est un prix qui fait très chaud au cœur. C'est un prix qui souligne en fait l'ensemble de la carrière, notre implication. On est hommagé par des collègues, par des amis. On est là avec nos amis, nos proches, la famille. Donc, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire à recevoir. Moi, dans ma vie personnelle, j'étais en combat contre le cancer du sein. Donc, ça fait un gros câlin. On est tout seul, on est isolé dans la convalescence à la maison. Donc, ça fait du bien de savoir qu'on a une communauté qui nous soutient, qui nous aime, qui aime nos projets, mais qui aime notre personne aussi. Fait que moi, dans ma vie, là, c'est arrivé à un moment vraiment opportun. Je produis des spectacles, j'écris, j'ai de la créativité, de l'invention. Je suis très productive aussi. J'aime avoir beaucoup de gros projets, de faire des choses différentes, de rassembler des gens, de travailler avec différents partenaires. Donc, c'est ma nature, c'est mon métier que j'adore. Et c'est un prix carrière, mais je tiens à souligner que je ne suis pas à la retraite et que je vais continuer encore de faire de la production théâtrale. Les équipes de la LHJMQ de la région débutaient leur saison ce week-end. J'ai adoré la façon que les gars ont répondu le samedi soir. Je ne te cacherai pas que je suis déçu de notre performance, déçu du groupe. Ici Olivier Morin, je vous résume leur entrée en scène après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant.
votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda. Là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, les équipes de la LHJMQ de la région débutaient leur saison cette fin de semaine. Et disons que les Huskies et les Foreurs n'ont pas connu le même genre de succès. Olivier Morin nous résume. L'ambiance était à son comble pour l'ouverture de la saison des deux équipes de la LHJMQ de la région. À Rouyn-Noranda, les Huskies ont subi un revers de 6-5 en prolongation face à l'Armada de Blainville-Boisbriand vendredi soir. La troupe de Steve Hartley a complété sa fin de semaine en disposant des Olympiques de Gatineau par la marque de 3-2 samedi. Une récolte de 3 points sur une possibilité de 4 malgré un week-end qui n'a pas été de tout repos. On n'avait peut-être pas aimé notre match de vendredi dans la totalité. On avait fait des bonnes choses, mais on savait qu'on pouvait être meilleur. Puis j'ai adoré la façon que les gars ont répondu le samedi soir. Puis honnêtement, ça a été un match où on a contrôlé du début à la fin. Puis on a fait beaucoup de bonnes choses. Même si l'entraîneur-chef Hartley considère la séquence de match comme mission accomplie, il ne veut pas trop sauter vite aux conclusions. On a 12 nouveaux joueurs. On a beaucoup de jeunes joueurs de 17-18 ans. On sait qu'il va y avoir des soirées où ça va peut-être être un petit peu compliqué, comme qu'on a vu vendredi soir. Un scénario bien différent de l'autre côté de la 117, alors que les Foreurs ont débuté leur campagne avec 2 défaites en autant de rencontres. Vendredi soir, le Varéor a subi un revers de 4-3 face à Gatineau dans un match où il a tout de même été dans le coup. On a manqué d'exécution un petit peu, on a manqué à quelques occasions notre positionnement sur la glace n'était pas adéquat, mais j'ai quand même aimé notre prestation, ça aurait pu très bien virer de notre côté. Le match de samedi, pour sa part, a oublié alors que l'équipe a subi une cinglante défaite de 7-0 face à Blainville-Boisbriand. L'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux en avait long à dire sur la prestation de son équipe. Je te cacherai pas que je suis déçu de notre performance, déçu du groupe parce que c'est pas le genre de comment je pourrais dire ça, d'éthique de travail, c'est pas le genre d'équipe qu'on veut avoir. Malgré tout, un sentiment de confiance règne au sein de la formation, comme nous l'explique Philippe Veilleux. C'est notre première game, c'est sûr que ça va pas être parfait, puis notre structure n'est pas encore établie, mais je suis confiant pour la suite. Là. Ouais. Les Huskies affronteront les Remparts de Québec jeudi et vendredi soir ici même à l'Arena Glencourt. Par la suite, ça sera au tour des Foreurs de Val-d'Or de recevoir la visite de Québec samedi après-midi. Finalement, la fin de semaine se conclura avec le premier chapitre de la guerre de 117 dimanche après-midi au Centre Nico Eagle. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, c'est officiellement l'automne. Qu'est-ce que Dame Nature nous réserve pour commencer cette saison? Elle nous offre quand même de belles températures, Anthony, mais par contre, peut-être un petit peu de pluie. Pour ce soir et cette nuit, eh bien, ce sera généralement nuageux sur l'ensemble du territoire avec 40 % de probabilité d'averse, un petit peu de brouillard qui va se former au cours de la nuit également et un minimum de 11 en Abitibi et de 15 du côté du Témiscamingue. Demain, ce sera nuageux et ça va devenir une alternance de soleil et de nuages au cours de la journée avec un 30 % de probabilité d'averse et un maximum de 22 qui va monter jusqu'à 26 avec l'humidex. Alors quand même, une journée chaude qui nous attend demain et en aperçu pour mercredi. Encore une fois, une alternance de soleil et de nuages avec des maximums autour de 22-23. À partir d'aujourd'hui, là, c'est fini les petits cocktails d'été. On peut 100% faire place au latte à la citrouille et à tous les desserts chaleureux aux épices d'automne. Ah, c'est noté. Merci beaucoup, Justine. Bonne soirée. Et merci d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X, TVA Abitibi-Témiscamingue, si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages de mes collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.